Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Pedro Souza, je suis le président du groupe Plénitude. Si vous êtes là, c'est que vous êtes certainement client ou en voie de devenir client d'une des sociétés de groupe. Aujourd'hui, ce matin, dans cette matinale, on va vous parler de digitalisation et en particulier, on va vous présenter des solutions concrètes qui permettent d'avancer sur le sujet de la digitalisation avec un ROI rapide. Alors, euh, en deux mots, sur le groupe Plénitude, nous sommes un ensemble de 7 sociétés, Pianium, VipIT, Business Service, NRC, Folder, LCS, Lauréat. Donc, l'une de ces sociétés doit vous rappeler quelque chose. Et le groupe, qui est constitué aujourd'hui de pratiquement 200 collaborateurs, et qui fait 25 millions de chiffre d'affaires au niveau national, avec une présence physique en Île-de-France, dans le Nord, en Rhône-Alpes et en PACA. Le groupe, il travaille essentiellement sur 3 axes. On vous propose des solutions sur 3 axes stratégiques: l'infogérance et la sécurité à forte valeur ajoutée, les solutions ERP, CJD Sage et la digitalisation. Et donc la digitalisation, c'est le sujet d'aujourd'hui. La pratique auquel on est tous confrontés face à la digitalisation, et notamment depuis maintenant un an où beaucoup de choses sont accélérées, c'est que si je fais un petit résumé chronologique de ce qui s'est passé depuis un an, il y a un an à peu près, de façon souhaitée ou forcée, toutes les entreprises ont été obligées, je vais dire entre guillemets obligées, à adopter des nouvelles technologies à un rythme record. Tout ça a démarré avec le télétravail. Il y avait une urgence. On se rappelle tous encore de février-mars 2020. Mais passé cette phase d'urgence, les entreprises qui ont essayé de commencer à anticiper et qui souhaitaient prendre un rôle de leadership face à cette crise, ont commencé à avancer sur comment générer de la valeur pour leurs clients face aux nouveaux défis. Et même si dès le départ, ce n'était pas encore très évident d'identifier des nouvelles tendances, et encore aujourd'hui, on peut se poser des questions, que ce soit au niveau sociétal, technologique ou même écologique, nous pouvons constater aujourd'hui que la plupart des tendances de fond qui étaient déjà là avant la crise se trouvent aujourd'hui fortement accélérées. Et la problématique des dirigeants, c'est qu'ils on ressent tous un besoin face à cette accélération, nous aussi d'accélérer face à ces vagues de fonds. C'est le cas de la transformation digitale des business. Le problème, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on se trouve ballotté face aux différentes injonctions, des fois contradictoires. Et donc, cette évolution vers le digital peut être des fois un peu anarchique. C'est-à-dire que, je donne simplement quelques exemples. Depuis, Quentin, il faut couper les micros. Depuis un an, on est partis tous vers un écosystème d'entreprise qui est partout et n'importe où. Je parle déjà du télétravail, mais on peut parler aussi de ce qui se passait avant, il y a un an, où de plus en plus, on était dans la mobilité. Il y a une injonction aussi de s'orienter vers la transformation digitale parce qu'on nous dit que c'est là qu'il faut aller chercher la productivité. En même temps, on nous dit, et on ressent, quand on veut recruter de nouveaux collaborateurs, ou quand on veut fidéliser davantage et motiver les nôtres, que le fait d'avoir parti vers le télétravail, en soi, ce n'est pas une solution, et les solutions initiales n'étaient pas suffisamment bonnes. Donc, la notion de faire évoluer l'espace de travail digital devient aussi essentielle pour les équipes, pour nous, si on veut bien fidéliser et bien engager les équipes. En même temps, on nous dit, et là aussi encore une injonction des fois contradictoire, qu'il faut automatiser, que les objets connectés arrivent et qu'il faut intégrer tout ça dans les offres et qu'une partie de ce qu'on fait, enfin on le sait déjà depuis longtemps dans le monde de l'industrie, mais on commence à le constater de plus en plus dans le monde du service, une partie de ce qu'on fait ne dépend plus de l'humain ou dépend beaucoup moins de l'humain parce que c'est davantage automatisé.
Et une partie, quand on dit une partie de ce qu'on fait, ça veut dire aussi une partie de ce qu'on propose à nos clients. Et au fond de tout ça, de façon transversale, on se retrouve tous dans une problématique où, de toute façon, pour les SI et pour les DSI qui sont là, c'est un constat permanent, on doit être capable d'apporter des solutions qui sont de plus en plus digitales, mais qui doivent être flexibles, robustes. Et pourtant, on adopte tous, de façon, des fois, d'où la notion anarchique, on adopte tous de façon, des fois, un peu anarchique, des solutions en fonction des intérêts des différentes équipes au sein d'une société. Donc, la conclusion, c'est que digitaliser, c'est nécessaire à la survie à moyen terme de l'entreprise, et ça fait certainement partie de vos priorités, mais les entreprises, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de cas, et c'est ce qu'on constate dans beaucoup de conversations qu'on a avec nos clients, ne savent pas forcément par où commencer ou par où continuer, car le sujet est complexe. On revient au fait qu'on se sent un peu ballotté entre les différentes injonctions contradictoires. C'est difficile de définir les priorités. Et en même temps, les enjeux aujourd'hui concernent tous les services d'entreprise, de la direction générale aux directions métiers, en passant par le service administratif. Donc la question qu'on se pose tous, c'est donc d'identifier les initiatives qu'il faut prendre, déjà pour passer ce creux de la crise qui n'est pas fini, en espérant qu'on s'en sortira bientôt, et en passant ce creux de la crise, être capable de s'en sortir dans une position forte. Bon, face à ces enjeux, et au-delà des considérations de stratégie digitale qu'il faut définir au sein de chaque entreprise, c'est un exercice nécessaire. Nous, et ce qu'on vous propose dans cette matinale, c'est que nous avons identifié et éprouvé pour vous des solutions qui garantissent un retour sur l'investissement rapide et une amélioration de votre compétitivité. Alors, les sujets sont simples et vous connaissez déjà le programme, mais je vais vous rappeler très rapidement. Les sujets sont simples parce qu'on va vous parler essentiellement de 4 grands thèmes: dématérialiser, automatiser, le reporting, notamment l'importance d'avoir de l'information pertinente pour décider, et de façon transversale à tout ça, la cybersécurité, qui est un sujet qui n'est pas proprement un sujet directement de digitalisation, mais que c'est une conséquence de la digitalisation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la digitalisation, les fronts d'attaque potentiels pour les menaces de cybersécurité s'agrandissent aussi, et donc il faut qu'on tienne compte de cet élément au fur et à mesure qu'on avance. Alors, pour vous donner rapidement une idée de la matinée, nous allons faire des séances courtes de 30 minutes, en format, pour l'essentiel, un format interview. Et donc, on va commencer à 9h30, dans quelques instants, avec François Gervais de VEB Conseil. François Gervais sera aussi le maître de cérémonie de la matinée. Donc, vous allez le voir dans les transitions entre les différentes séances. Et donc, François, il va vous parler de l'automatisation, et en particulier de l'automatisation en tant que nouveau Eldorado de la rentabilité. Ensuite, à 10h, on va passer au reporting, et donc la notion de prendre les bonnes décisions. Et on fait la petite anecdote, de prendre les bonnes décisions sans avoir besoin d'y passer le samedi matin, parce que beaucoup de DG savent comment ça se passe. C'est-à-dire qu'à force d'avoir plein de sources d'informations différentes et de bases données différentes, on se trouve nous-mêmes à récupérer les infos des différentes bases données et à essayer de regrouper et concocter l'information de façon à qu'elle soit pertinente pour qu'on puisse prendre des décisions. Alors, ça sera à ce moment-là le rôle de Florian Le Drogo de Report One qui va nous parler de ce sujet. À 10h30, on va se répartir dans 2 salles. Pour ceux qui veulent continuer sur la dématérialisation, on restera sur la salle 1, celle-ci. Et donc, on va avoir 2 séances consécutives, à 10h30 et une autre à 11h. La première sur les sujets de la dématérialisation,
Déjà, pour répondre aux obligations légales, parce qu'il y a un ensemble d'obligations légales qui arrivent entre là maintenant et 2024, auxquelles on va tous devoir être obligés de répondre. Mais en même temps, profitons de ces réponses aux obligations légales pour gagner en productivité. Et donc là, ce sera Nelly Marsal du groupe Plénitude, donc notre collaboratrice, qui va vous parler de ce sujet. Et à 11 heures, toujours sur la Je salle t'interromps, 1. Pedro, je me permets de t'interrompre. Je précise que pour cette présentation, c'est dédié à un public compta finance et non pas RH, comme c'est indiqué ici dans les profils. Je préfère le préciser. Ah, très bien. Alors, à 11 heures, on va continuer sur les thèmes similaires, et là, pour un public RH compta finance, sur la dématérialisation de ce qu'on appelle les SIRH, c'est-à-dire le système d'information lié aux ressources humaines. Donc, la question qu'on va se poser, est-ce qu'on peut gagner du temps et fidéliser davantage les collaborateurs? Et la réponse sera, ou l'anticiper, sera naturellement oui. Et la question suivante, c'est comment on peut le faire? Et donc, ça sera le rôle de David Blancard, de NRC et du groupe Plénitude, de vous expliquer quelles sont les bonnes pratiques à ce niveau. En même temps, dans la salle 2, à partir de 10h30, et là aussi pour 2 séances, on aura un thème dédié plutôt à l'IT et en particulier à la cybersécurité. Donc on commencera avec Bertrand Bévalet à 10h30 qui va nous parler de la cybersécurité d'un point de vue du service informatique et en même temps de comment automatiser davantage le service informatique. Donc on revient sur un des grands cas de sujet, l'automatisation. Et à 11 heures, on aura Arnaud Gressel de Resco Courtage qui vient nous parler de l'assurance, la cyberassurance, de 2 points de vue. Déjà en tant qu'outil pour prévenir le risque, mais aussi, et vous allez comprendre, en tant que méthode et point de départ pour mieux gérer le risque aussi en interne, en dehors de ce que l'assurance cyber vous peut procurer à travers votre assureur. Dernier point, on revient tous à 11h30 à la salle principale, la salle numéro 1. Et là, on va vous parler de façon plus large sur de l'innovation et de le financement de l'innovation et des mécanismes de subvention qui sont à votre disposition pour financer l'innovation. Et donc là, François Gervais de VEB Conseil et Samar Amar de Stratinov seront vos interlocuteurs et vous aurez l'occasion naturellement de poser vos questions. Alors, on a un programme très riche. Je vous remercie encore une fois d'être présent et j'espère que vous allez profiter de la matinée. Tenez compte qu'au fur et à mesure qu'on avance dans chaque séance, l'objectif c'est que ce soit qu'on vous propose l'interactivité et donc il y aura un moment dédié aux questions et aux réponses et donc toutes les questions on pourra les aborder. Je vous suggère d'utiliser le mécanisme de conversation qui est disponible dans Teams pour poser les questions dès que vous les avez, on les traitera naturellement à la fin. Donc, étant dit ceci, je vous passe la main à François Gervais qui va, comme je le disais tout à l'heure, être le maître de cérémonie de la matinée. À toi, François. Ah. Alors, d'ailleurs, je vais te faire mentir, Pedro, parce que c'est moi qui vais prendre la main pour présenter François. Parce que François sera, comme tu l'as dit, notre maître de cérémonie ce matin. Mais comme je sais de source sûre qu'il déteste s'interviewer lui-même et que c'est lui qui commence avec la première présentation, eh ben je vais me prêter à l'exercice pour la première présentation. Alors, François, un grand merci de nous rejoindre ce matin. Je vais te laisser peut-être te présenter en une petite minute. Donc, je suis François Gervais, je suis le dirigeant du cabinet Vert et Bleu Conseil et je suis spécialisé dans la stratégie de digitalisation des entreprises avec une forte orientation vers tous les processus métiers et de gestion. Très bien. Donc François, on va commencer avec cette première présentation sur l'automatisation en tant que nouvel Eldorado de la rentabilité. Donc automatisation, terme central évidemment de la transformation digitale. Alors François, Pedro vient de parler de digitalisation justement. Je sais que je dois prendre rapidement le tournant pour emmener ma PME vers le prochain stade de son évolution, mais j'ai entendu dire que pour ça, il fallait forcément repenser tout mon modèle. Qu'est-ce que tu en penses ?
Excuse-moi Quentin, juste je te coupe 30 secondes. Il faudrait peut-être que tu partages ton écran. Effectivement. Alors, pendant que tu partages l'écran, Quentin, je vais te faire le retour. Effectivement, j'ai entendu ça également. C'est un point de vue qui est partagé par un certain nombre d'experts qui expliquent que le digital ne vaudrait qu'à partir du moment où on a reconfiguré toute son entreprise autour du digital, etc. C'est pas du tout l'expérience que moi j'en ai, c'est pas du tout l'expérience que j'ai pu partager avec notamment mes clients. Alors, bien sûr, la transformation numérique, c'est un vrai bouleversement de notre société, de notre mode de fonctionnement, et on voit dans les informations beaucoup d'éléments qui nous montrent que c'est réel. Et c'est vrai que ça change énormément l'environnement du dirigeant d'entreprise. Donc, il est important pour les dirigeants de comprendre, de se former, de former leurs équipes à ce qu'est la transformation numérique. En même temps, je me dis que tout ça ne sont que des outils. Ce sont que des outils, c'est leur puissance qui transforme les usages, mais en fait, ces usages, pour moi, ça reste les mêmes. Et donc, en fait, on peut dire que si tout change avec le digital, en fait, rien ne change sur le fond. Tout change et rien ne change. Tu peux nous expliquer ça, François? Alors, on va l'expliquer en prenant deux exemples. On veut échanger des messages. Dans l'ancien monde, largement avant la digitalisation, on réfléchissait en fonction du message qu'on voulait envoyer, en fonction de la personne à qui on voulait envoyer le message. Est-ce qu'on faisait un téléx quand ça devait être rapide et avec une date certaine? Est-ce qu'on faisait un fax? Est-ce qu'on envoyait un courrier? Est-ce qu'on prenait son téléphone? En clair, on avait un certain nombre d'outils de transmission des messages et on adaptait l'outil en fonction du message à transmettre et de la personne à qui on voulait le transmettre. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, les outils, ils n'ont absolument plus rien à voir. On n'a plus de téléx du tout. Hein. Moi, le dernier que j'ai vu, c'était il y a des dizaines d'années. Je ne vois quasiment plus de fax dans les entreprises qui n'échangent pratiquement plus de fax. On a encore un peu de courrier, mais on a essentiellement des mails, des messageries internes. Mais on reste sur la même chose, c'est-à-dire que je le dis à mes clients quand ils disent mais maintenant on est un peu perdu avec tous les outils, mais on n'a pas tellement plus d'outils qu'avant. Simplement, ils sont différents, le principe reste le même, c'est-à-dire que quand on a un message à transmettre, on réfléchit à quel est le message, à qui on doit le transmettre, et on choisit le meilleur outil. Il n'y a que l'outil qui a changé. On peut prendre un deuxième exemple qui est toujours dans l'actualité aujourd'hui, c'est les livraisons à domicile. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, mais il me semble qu'on n'a pas entendu le digital pour avoir des livreurs à vélo. Alors, qu'est-ce qui a changé? Il y avait des livreurs à vélo, il y a des livreurs à vélo qui vous ramènent des biens, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Qu'est-ce que le digital a changé? En fait, en permettant un coût administratif des échanges bien plus réduit et en accélérant les échanges, il a juste, entre guillemets, et c'est énorme, permis le développement de l'usage. Mais ce n'est bien qu'un outil qui a permis de développer quelque chose qui existait déjà. Et on voit sur les photos que les vélos ont un peu évolué aussi entre-temps, ainsi que la matière des paniers. En fait, on pourrait parler de la digitalisation un petit peu comme on parlerait d'un changement que vous voudriez faire dans votre cuisine. Imaginons que vous ayez envie de changer votre four parce que pour faire quelques bons petits plats en ces temps parfois difficiles où on est enfermé chez soi, on a besoin d'un four un petit peu plus moderne qui est une option vapeur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder les fournisseurs, on va leur demander qu'est-ce qu'ils ont comme nouvelle technologie, on va choisir un four, on va l'acheter et puis on va remplacer l'ancien four par le nouveau. On va avoir un retour sur investissement immédiat. Pour autant, on n'aura pas révolutionné la cuisine, le four sera toujours à la même place. Donc, investissement minimum, cycle rapide, bénéfice immédiat. Maintenant, si pour faire évoluer votre manière de travailler, vous devez changer toute la cuisine, voire changer la cuisine de place dans la maison, là, le projet il est complètement différent. Et normalement, sur un projet comme ça, vous vous ferez accompagner d'un spécialiste. Donc, on a vraiment ces deux éléments, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans les projets digitaux
à la fois des petits projets à rentabilité rapide qui sont des premières évolutions, et puis des projets beaucoup plus ambitieux qui nécessitent une réflexion un peu plus en amont et qui nécessitent un accompagnement. Ok, mais alors le digital est-il un axe de développement stratégique ou est-ce que c'est la simple mise en œuvre de nouveaux outils? Bah, en fait, c'est les deux. C'est les deux. C'est un axe stratégique de développement parce que, et on le redéveloppera dans la dernière partie de la matinée, le digital, c'est quelque chose qui est totalement indispensable maintenant pour la survie de l'entreprise. Bon, il n'y a qu'à le voir avec la différence entre les commerces qui avaient déjà pris le pas du digital avant la crise qu'on vit actuellement et ceux qui ne l'avaient pas pris. Et en même temps, c'est un ensemble de petits projets relativement simples, mais qui doivent se faire dans un enchaînement logique par rapport à un objectif à la fin. Et l'idée, en fait, c'est que chaque projet soit quelque part la marche pour le projet suivant. On pourrait prendre un exemple rapide qui sera redéveloppé par Nelly tout à l'heure. C'est l'exemple des factures digitalisées. Quand vous digitalisez vos factures de vente, ben certes, c'est un petit projet qui peut être assez rapide, mais pour faire ça, ben, vous êtes obligé de montrer à vos équipes qu'il est important d'avoir les mails de vos clients à jour dans les bases de données. Et donc, en même temps que vous digitalisez les factures, vous commencez à rentrer votre entreprise dans la culture de la donnée. Donc, c'est en ce sens que vous avez un projet global qui est une conduite du changement avec un objectif final et des petits projets qui sont à chaque fois une marche qui vous permettent de progresser. Ok, merci. Et dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des secteurs, des services qui sont privilégiés pour ces projets de digitalisation simples et rapides qui représentent ta première marche? Alors, bon, là encore, je vais faire une réponse un peu de normand, oui et non. Normalement, dans toute l'entreprise, on peut trouver des endroits où on peut, avec un investissement minimum et en digitalisant, avoir un retour sur investissement rapide. Il y a cependant des secteurs qui sont relativement privilégiés. Ce sont tous les métiers de l'entreprise qui, en fait, sont finalement assez peu variables d'une entreprise à l'autre. On vient de citer le processus d'envoyer une facture entre une entreprise et une autre. Bon, certes, toutes les entreprises n'envoient pas les mêmes factures, mais c'est un petit peu la même manière de faire partout. Donc là, vous pouvez avoir un projet rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a une solution qui est pré-packagée, qui n'est pas à réfléchir énormément en fonction de l'entreprise qui peut être mise en place. Même chose en RH, on le verra également, vous avez énormément de processus qui sont des processus légaux. Donc, quelque part, là, c'est même pas que les entreprises travaillent toutes un peu de la même manière, c'est qu'elles n'ont pas le choix et elles doivent respecter un droit. Vous envoyez un bulletin de paye, les conditions techniques d'envoi d'un bulletin de paye digitalisé, ce sont les mêmes partout, donc les solutions sont relativement standardisées et de ce fait assez simples et assez rapides à mettre en place. Un autre secteur où il est assez facile d'avoir un retour immédiat en digitalisant, c'est le décisionnel. Où là, alors là encore, hein, on le reverra tout à l'heure, mais à partir du moment où vous avez des données qui ont été un tout petit peu structurées au départ, très très rapidement, vous mettez en place des premiers tableaux de bord qui vous permettent d'avoir un pilotage plus efficace de l'entreprise et donc un gain immédiat. Et à partir du moment où vous ne vous dites pas, ça y est, il faut que toute mon entreprise d'un coup soit sur un tableau de bord unique, vous pouvez faire des sauts de puce et des marches qui sont très très rapides et avec des retours sur investissement assez immédiats. Tous ces projets-là pourront se faire sans impacter profondément le business model de l'entreprise, en fait. C'est plus une démarche de progrès continu qu'une démarche de remise en cause de l'activité. Et enfin, il y a un dernier point, alors qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est les automatisations dans la gestion de l'IT. Alors, je vais pas spoiler les futurs intervenants, mais si on prend des exemples très concrets, par exemple les sauvegardes, bon, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà des sauvegardes totalement automatisées. Si ce n'est pas le cas, une fois sur deux, la sauvegarde, on oublie de la faire. Et puis le jour où on en reparlera aussi, on a le problème, on est un petit peu ennuyé.
De même, la mise en place de nouveaux utilisateurs, le déploiement de nouveaux PC, etc. Tous ces éléments-là peuvent être automatisés et dès que l'entreprise a un parc un tout petit peu significatif, là encore, il y a un retour sur investissement absolument énorme. Ok. Est-ce que tu peux justement nous donner des exemples d'automatisation qui ont permis rapidement à tes clients de gagner en compétitivité? Alors, quelques exemples de choses sur lesquelles j'ai pu accompagner des entreprises. Bon, dans la digitalisation de factures de vente, par exemple, ça permet déjà à une entreprise de rendre très très rapidement la machine à affranchir qui bourre tout le temps et qui coûte très très cher. Ça permet également, la digitalisation des factures de vente, d'envoyer les factures plus rapidement, de permettre aux clients d'être certains que les factures sont bien reçues. Donc, dans les cas de relance, de ne plus avoir l'excuse « Ah, j'avais pas reçu la facture hein ». Normalement, quand elle est reçue, même si ce n'est pas un absolu à 100%, on le sait. Idem pour l'envoi des bulletins de salaire, et on aura l'occasion de reparler des autres avantages pour l'envoi des bulletins de salaire, qui est notamment les aspects de confidentialité. Alors, j'ai encore un autre exemple de choses qui est assez simple et qui ne bouleverse pas les processus. J'accompagne en ce moment une entreprise de bâtiment pour dématérialiser des quitus de chantier, qui travaille avec de la commande publique et ainsi de suite. La solution mise en place, en fait, elle leur permet d'accroître, sans accroître le temps de travail des équipes sur place, parce que les équipes d'ouvriers, c'est une ressource rare, les bons ouvriers de bâtiment, donc on ne va pas leur faire perdre de temps à remplir des formulaires. Mais grâce à des systèmes comme ça, en fait, ils peuvent multiplier les photos qui sont intégrées automatiquement dans le système d'information, et donc ils accroissent la sécurité juridique de leur chantier. Et alors, j'accompagne aussi souvent les entreprises au niveau du décisionnel, alors pas sur le décisionnel lui-même, mais sur le fait d'avoir une donnée commune. Et là, contrairement à ce qu'on imagine, c'est souvent assez rapide de comprendre pourquoi le directeur commercial n'a pas le même chiffre d'affaires que le directeur financier. Et c'est souvent très très rentable, immédiatement rentable, de faire l'effort de casser un petit peu ce silo-là, d'analyser le détail et puis d'avoir un tableau de bord commun. Alors, ces projets digitaux, là, on en parle. Est-ce qu'ils nécessitent pour l'entreprise de prendre certaines précautions? Parce qu'on entend pas mal parler de cyberattaques, de ransomware, ou même de fraude au président. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Alors, les outils digitaux ont cette particularité qu'en fait, enfin, je pense que c'est une des premières fois dans l'histoire de l'humanité où on a des outils qui techniquement évoluent plus vite que la capacité de l'être humain et des collaborateurs à s'en emparer et à bien les comprendre. Donc de ce fait, la digitalisation expose, et Pedro l'a rappelé dans son introduction, la digitalisation, elle expose un peu plus l'entreprise à d'éventuels piratages et elle la rend relativement dépendante de l'outil technique. Mais ça, c'est pas nouveau, hein. On n'a qu'à penser à ce qui s'est passé chez vous lors de la dernière panne de courant. Et puis, vous aurez un petit peu une idée. Donc cette dépendance, elle est là. Là où je suis toujours un peu surpris, c'est que certains chefs d'entreprise, pas tous heureusement, n'ont pas encore bien intégré l'aspect stratégique du système d'information. Je suis par exemple surpris de voir des entreprises où on change les véhicules des commerciaux tous les 3 ans et où par contre on n'est pas gêné d'avoir un serveur qui a plus de 5 ans ou plus de 6 ans, voire parfois, ça m'arrive de le voir, qui n'est plus sous maintenance. Je suis toujours aussi surpris de voir dans certaines entreprises des utilisateurs qui perdent 1 ou 2 heures chaque semaine à attendre que leur PC démarre, alors qu'à partir du moment où on met en face quelque part le coût de revient horaire d'un collaborateur et l'amortissement d'un PC ou d'un système informatique, si on met les chiffres l'un à côté de l'autre, enfin, il n'y a pas de comparaison, hein. Le faire gagner du temps aux collaborateurs, c'est toujours très très rapidement et très rentable. La difficulté suivante du digital, c'est que c'est un progrès qui a d'abord diffusé dans la sphère privée avant de diffuser dans la sphère professionnelle.
Et ça aussi, c'est quelque chose d'un petit peu inédit. Ce qui veut dire que beaucoup de collaborateurs ont intégré le digital dans leur sphère professionnelle avec des habitudes de particuliers. Là encore, moi je suis toujours surpris j'imagine un chef d'entreprise si un de ses collaborateurs arrivait en ayant tuné le véhicule de société. Je pense que les choses ne se passeraient pas forcément très très bien. Et pourtant, beaucoup de chefs d'entreprise acceptent que les collaborateurs mettent sur leur PC des logiciels personnels sans forcément avoir mis, alors c'est pas en soi, c'est pas impossible, mais sans forcément avoir mis en place les protections qu'il convient ou avoir fait signer les chartes informatiques où chacun sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Donc il y a un grand chemin de prise de conscience de ces éléments-là. Et la sécurité informatique des entreprises, et là encore, je pense que c'est un sujet qui va être bien redétaillé dans la matinée. Elle va souvent de pair avec une bonne formation des collaborateurs. Et enfin, alors moi, je suis toujours surpris également de voir des entreprises qui ont des locaux avec des fermetures très sophistiquées, des locaux qui sont assurés, avec éventuellement une vidéoprotection, etc. Et à côté de ça, le système Internet, c'est une box grand public avec un firewall qui n'est pas mis à jour, avec des antivirus gratuits. Aujourd'hui, je crois que les études disent que 80% des entreprises ne sont pas assurées contre les cyber-risques. Alors qu'elles sont toutes, on me dirait sur l'incendie, c'est une obligation légale, mais elles sont toutes assurées sur l'incendie. J'ai en tête un client qui a été victime d'un ransomware. C'était pas une grosse boîte, hein, c'était une boîte de 12 personnes. Et ce client-là, au moment où il a voulu redémarrer les éléments, il s'est aperçu que ses sauvegardes, elles n'étaient pas bonnes, il ne les avait pas testées. C'est quelque chose qui a coûté à la boutique pas loin de 60 000 € entre les prestations informatiques pour redémarrer les serveurs, la sauvegarde qu'on a retrouvée, elle avait 6 mois, et les intérimaires pour remonter 6 mois de données. Heureusement, la boîte était solide, elle n'a pas déposé le bilan, mais si elle n'avait pas été solide, c'est une boîte qui allait au tapis. Par rapport à ça, je voulais partager avec vous quelques chiffres. Alors, je vous recommande la lecture du rapport annuel du CESIN, CESIN. Vous tapez rapport annuel du CESIN sur Google, vous trouverez. En 2020, 57% des entreprises interrogées ont déclaré une cyberattaque, donc plus d'une sur deux. Les attaques, c'est à 80% du phishing. Donc 80% du phishing, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point d'entrée, c'est bien une méconnaissance des collaborateurs des risques. Un client qui me disait « Oui, mais François, les pirates informatiques, malgré le firewall que tu vas mettre, ils peuvent venir à l'intérieur. » J'ai dit « Écoute, c'est pas la peine de faire ça. Je prends une clé USB, je mets un beau virus dedans, et par contre, la clé USB, j'en choisis une belle qui est en cuir et ainsi de suite. Je la pose sur ton parking, je suis sûr que je rentre dans ton système informatique sans problème. » Vous avez une bouteille de très très bon vin qui est ouverte sur le parking, vous n'allez pas la prendre pour la boire. Pourquoi vous faites ça avec une clé USB? Bon, donc là encore, on est sur de la formation. Et même chose, si on compare avec un risque incendie, pour faire face à un risque incendie, l'entreprise, elle a mis en place des extincteurs qui sont vérifiés régulièrement. Elle forme son personnel, elle a pris une assurance, elle a mis en place une procédure d'évacuation. Est-ce que l'entreprise a fait tout ça pour son système informatique qui, on le rappelle, est stratégique? C'est pas très très courant. Ok, merci François pour cette belle introduction à l'automatisation et plus généralement à la transformation digitale. Alors, ce qui est bien, c'est que là, tu t'as permis d'introduire pas mal de sujets qu'on va avoir l'occasion de développer ce matin avec les différents intervenants. Avant d'en arriver là, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des questions, soit dans le chat, soit vous pouvez maintenant activer vos micros si vous avez des questions à poser en live à François, ou si vous êtes plus timide, par le chat, bien sûr.